fragile we are, how fragile we are. Vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachaud et de notre invitée Anne Blanc, députée de la 2e circonscription d'Aveyron. Si vous nous rejoignez, nous venons d'aborder la question du positionnement politique du mouvement La République En Marche et du gouvernement. Et il est temps désormais de parler de ruralité et des effets de cette politique sur notre territoire très rural. Écoutons le 2e micro-trottoir de cette émission, où nous avons questionné les habitants du pays Villefranchois, leur demandant s'ils jugent la politique engagée par le gouvernement plutôt favorable ou défavorable au monde rural dans notre pays. Moi, je pense que c'est défavorable parce qu'on ferme les gares SNCF, on veut privatiser le chemin de fer. Ce gouvernement, comme les autres, s'occupe beaucoup plus des zones urbaines que des zones rurales. Au niveau de l'écologie, je pense qu'elle est très défavorable et l'écologie, c'est quand même un point important du monde rural. À défaut qu'il soit défavorable, je pense pas qu'il pousse ces régions rurales à se développer, à se dynamiser. Je trouve que y a pas mal de choses qui commencent à se faire un peu dans les grandes villes. Mais ils nous délaissent un peu trop. C'est à voir. Bon, déjà, si les salaires augmentent au niveau des agriculteurs, ça sera déjà une bonne chose. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose concentré autour de la question de l'économie. J'ai pas l'impression que le monde rural soit inclus dans la vision du pouvoir actuel. On a toutes ces populations en fait qui finalement ont une qualité de vie, mais ils n'ont pas tous ces avantages qu'on peut avoir en ville. Il faut voir, il faut attendre. Il va essayer de bouger beaucoup de choses. Il faut lui laisser le temps pour qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a avancé comme un projet. Défavorable, ils veulent plus d'agriculteurs, donc ils le montrent bien. Et ils visent un peu trop la modernité, ils nous délaissent un peu. On n'a pas d'infrastructure, pas de transport. Donc ce n'est pas qu'il soit défavorable, c'est qu'il ne s'en occupe pas assez. Alors Anne Blanc, Emmanuel Macron, président des villes, président qui privilégie l'urbain vis-à-vis du rural. Est-ce que, d'après vous, la ruralité est le parent pauvre de la politique engagée ? Bon, vous savez que je suis très fortement engagée pour défendre notre ruralité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en début de présentation. J'ai été une élue locale et je connais les problématiques du monde rural et la difficulté que nous avons à défendre notre attractivité. Alors je pense que le problème, il est vraiment global sur les territoires ruraux. Ça a été évoqué. Il y a des problèmes de mobilité avec les désenclavements, que ce soit routier, ferroviaire. Le prix du carburant qui revient très le fortement. prix du carburant, on y reviendra peut-être un petit peu en faisant un focus dessus. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un gouvernement qui soit contre le rural ou qui soit pour la ville. Après, il y a des réalités aujourd'hui où on a une hypermétropolisation qui existe depuis déjà plusieurs décennies avec une concentration dans les villes. Moi, je suis extrêmement convaincu qu'aujourd'hui, on a une saturation des grandes villes, des agglomérations. Il y a une qualité de vie qui se dégrade dans les grandes villes. On a une paupérisation aussi. On a les coûts de l'immobilier qui sont énormément lourds, une désocialisation. Donc, je crois que l'avenir de notre société, elle passe par le monde rural. Maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait pour arriver à être attractif sur nos zones rurales. Alors, actuellement, je suis en train de porter une mission d'évaluation sur les zones de revitalisation rurale. C'est des dispositifs qui datent de plusieurs décennies, de 1995, et qui avaient mis en place des dispositifs d'exonération fiscale et de charges sociales pour favoriser l'implantation des entreprises. Et des médecins. De toute l'activité économique, y compris des professions libérales, bien entendu. Sauf qu'aujourd'hui, je m'aperçois déjà dans l'évaluation que ce dispositif, même s'il était extrêmement attractif, parce qu'il y a des exonérations fiscales pendant 5 ans, plus dégressifs pendant 3 ans, c'était quand même pas neutre, il n'a pas joué un levier suffisamment fort pour faire venir beaucoup d'entreprises et d'activités économiques. Ça a bénéficié à des gens qui, de toute façon, seraient venus s'installer, donc ce n'était pas forcément ce qui était attendu.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le retour qui nous est fait par le milieu de l'entreprise, c'est de dire il nous faut des territoires attractifs, il nous faut des villes qui proposent des services, bien entendu, qui proposent de l'activité des culturelle. Services publics qui ont quand même disparu de nos régions. C'est pas le fait d'un an et demi, mais c'est une politique qui a été engagée déjà depuis un certain temps, qui amène à la fermeture des perceptions, des bureaux de poste, bref, voilà, la ruralité. Il faut une politique de service public, et je l'ai suffisamment défendue pour continuer à avoir un discours cohérent là-dessus, en disant il faut absolument qu'il y ait un maintien maximum des services publics les plus importants, adaptés aussi à notre société, parce qu'aussi on ne peut pas nier qu'il y a des évolutions dans les services aussi, il y a de plus en plus le numérique, Internet, et tout ce qu'on peut faire aussi via les réseaux numériques, et qui supprime aussi la nécessité d'avoir un contact direct avec une administration. Mais il faut des services à la population aussi, c'est tous les services petite enfance, c'est du service parapublic, l'accueil des personnes âgées aussi, ça fait partie... Tout ceci, ça implique de pouvoir se déplacer, d'avoir une certaine mobilité sur notre territoire où il n'y a pas de transport en commun, ou presque pas. Justement, il y a des mouvements qui se mettent en place. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée au niveau Villefranchois pour demander un transport en commun qui ferait le centre-ville, la route de Montauban. Bref, en tout cas, ça a le mérite de poser la question de savoir comment on se déplace sur nos territoires quand on sait qu'aujourd'hui, et ça c'est une politique assumée par le gouvernement, l'essence, les carburants vont coûter de plus en plus cher, et on va donc, en milieu rural où on n'a pas d'autre moyen que de se déplacer en automobile, payer très fortement cette décision. Alors un petit focus sur le coût des carburants. Alors on passe tous à la pompe, moi la première, parce que je fais quand même pas mal de kilomètres chaque semaine, et c'est vrai que c'est un constat... franc et direct, l'augmentation a été extrêmement importante. Maintenant, sur cette augmentation, il ne faut pas oublier que 75% de l'augmentation, elle est liée à l'augmentation du prix de baril de pétrole. Elle n'est pas liée aux taxes qui ont été mises en place par l'État. 75% de l'augmentation est liée à l'augmentation du prix du baril, qui est liée à tous les enjeux internationaux des pays producteurs de pétrole. Le delta entre le diesel et l'essence, ça c'est une politique voulue, parce qu'il y avait effectivement... Donc ensuite, il y a les taxes. Au-delà de ces 75%, il y a les taxes qui sont assumées et que moi je défends, et qui sont liées aussi à la mise en place de la réduction des dépenses énergétiques et de la pollution carbone en France. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur, et je crois qu'à un moment donné, il faut l'assumer, il faut que chacun se mettre en responsabilité de se dire comment demain je peux aussi essayer de fonctionner pour réduire les gaz à émissions à effet de serre. Ça c'est facile quand on habite à Paris, qu'on a le RER et le métro. On a eu des assises de la mobilité. J'ai eu il y a pas très longtemps sur Villefranche aussi une petite rencontre de réflexion sur la mobilité sur le Villefranchois. Donc, c'est vrai que les transports collectifs, c'est complètement différent quand on est en zone urbaine et quand on est en zone rurale. Mais ce n'est pas pour autant que nous, en zone rurale, nous devons nous dire qu'il n'y a aucune solution, il n'y a aucune alternative. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une pétition actuellement en cours sur le Villefranchois pour réfléchir à des transports collectifs, peut-être gratuits. Il y a des solutions à mettre en place. Il y a du covoiturage aussi à mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous demande, même à nous, en secteur rural, de changer nos habitudes. Et on sait que c'est quand même compliqué aussi. Mais on a un rôle et un pouvoir et une responsabilité individuelle sur le changement de fonctionnement, sur la mobilité liée aussi à l'activité professionnelle. On en parle, et on en parle de plus en plus, du télétravail, des espaces de coworking ou des tiers-lieux qui permettent d'éviter les déplacements. On sait qu'à Villefranche, par exemple, il y a des gens qui travaillent à Rodez aussi. Mais de plus en plus, le télétravail se développe et vise aussi à réduire les déplacements, les coûts de déplacement, la pollution qui est générée par les déplacements, mais aussi la fatigue et le temps qu'on y passe. Donc je crois que par rapport à la mobilité, on a de vraies questions à se poser. Alors il y a des questions qui sont du ressort des élus locaux, des élus nationaux que nous sommes, mais nous prenons, et moi j'assume pleinement aussi la mise en place de ces taxes, parce que si on veut une transition énergétique, il faut s'en donner les moyens. Il
il y a tout un tas de primes aussi qui ont été mises en place pour la conversion énergétique, qui ne permettent pas changer. forcément à des foyers modestes qui ont, comme tout le monde, acheté des diesels parce que c'était quand même relativement Alors, il y a la prime à la conversion, mode. quand même. Il y a des primes à la conversion pour les véhicules anciens qui permettent d'avoir jusqu'à 5 000 € de prime sur pour un changer véhicule neuf de véhicule. que certains ménages ne peuvent pas s'offrir. Non, sauf que maintenant, la prime à la conversion autorise aussi d'acheter des véhicules d'occasion. Voilà, mais avec un certain nombre de critères. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il faut qu'on essaie de revoir nos modes de fonctionnement. Voilà, il y aura une transition certainement vers les véhicules électriques. Ça va se faire progressivement, mais je crois aussi qu'il faut que on prenne chacun nos responsabilités. C'est vrai que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est pas agréable non plus de passer à la pompe et d'avoir ces coûts-là, mais ne serait-ce que le covoiturage. Ça permet quand même de réduire pas mal ces dépenses quand on va se déplacer pour aller tout à fait, mais à je son pense activité que professionnelle. les Aveyronnais, en tout cas, sont des gens de bon sens et la plupart du temps, quand il y avait moyen de faire du covoiturage, ça se faisait en bonne intelligence avec les voisins pour amener les gamins à l'école ou pratiquer un sport, ça se fait, mais bon, après, ça a des limites aussi, quoi. On n'a pas une offre pléthorique sur nos secteurs comme ça peut être le cas. C'est pas les mêmes situations, mais il faut se poser quand même les questions et la réflexion de la mobilité à l'échelle locale, et les élus locaux, à mon avis, doivent prendre ça à bras le corps. Autre question qui concerne l'environnement, celle du glyphosate. Quelle a été votre position par rapport à cette question qui fait débat au sein même de votre formation ? Alors, j'étais pas à l'Assemblée au moment où on a voté l'amendement sur le glyphosate, donc j'ai pas eu à me positionner. Néanmoins, j'ai voté le texte final dans sa globalité qui avait été l'objet de la réflexion sur le glyphosate. Donc moi, ma position, elle est extrêmement claire. Je suis très favorable à ce que le glyphosate soit supprimé de fonctionnement de l'activité du monde agricole et des particuliers aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux passer par une collaboration et un travail progressif pour arriver à la suppression du glyphosate, plutôt que de prendre une injonction en disant voilà, à telle date le glyphosate est arrêté, si on n'a pas donné les moyens aux agriculteurs en particulier d'atteindre cet objectif-là. Donc l'objectif de la suppression du glyphosate, il est acté. Il y a une détermination très forte de notre majorité pour que ce soit mis en œuvre. Je rappelle simplement, historiquement, au niveau de la Commission européenne, il y avait encore une autorisation pour 15 ans. Grâce à l'impulsion de la France, on est passé à 10 ans, puis à 5 ans. Et la France en interne a décidé que cette interdiction, elle serait au bout de 3 ans. Ouais. D'accord ? Donc, on tend vers ça. On est quand même précurseur à l'échelon européen. Je crois que c'est quand même remarquable. Il faut aussi qu'on prenne en considération, et vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau économique, qu'il faut que nos agriculteurs gardent aussi la compétitivité à l'international. Donc il faut qu'on leur donne des moyens qui ne soient pas trop... Qui jouent à armes égales avec la concurrence. Qui jouent à armes égales avec la concurrence internationale. Voilà. Très bien. Mais nous allons marquer une nouvelle pause musicale. Vous avez choisi Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Pourquoi ce choix ? Alors c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant que maman, et ça renvoie aussi à la fidélité de l'engagement, la fidélité de l'engagement maternel, et puis après, moi, c'est ce que je ressens aussi profondément, la fidélité au niveau de mon engagement politique. Je crois que j'ai toujours été fidèle à mes valeurs, et je veux le rester jusqu'au bout de mes missions. Très bien. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits,